Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence qui aujourd'hui nous donne le plaisir d'accueillir dans notre studio à Valrose Monsieur Caminada, le directeur de l'école Polytech, que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Et donc, je dirige l'école depuis maintenant 5 ans. Je suis professeur des universités en informatique et donc aujourd'hui, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions avec plaisir. Alors, pour commencer, n'hésitez donc pas, on vous rappelle le principe, vous pouvez bien sûr poser toutes les questions, il n'y a aucune question stupide. Monsieur Caminada s'est déplacé spécialement de Sofia pour y répondre, donc profitons de sa présence. Mais je vais pour l'instant lui laisser nous présenter l'école et nous présenter les conditions d'admission à Polytech, Sofia. Alors l'école, donc c'est une école d'ingénieurs qui appartient au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est une école publique qui est une école qui appartient à l'Université Côte d'Azur et qui fait partie du réseau Polytech. Le réseau Polytech, c'est un réseau national de 15 écoles d'ingénieurs qui sont toutes des écoles qui appartiennent à des universités. Donc, sur Polytechnique Sofia, on est à Sofia Antipolis, on a 1300 élèves à peu près en cycle en formation d'ingénieur. Sur ces 1300, on a 2 années de cycle préparatoire et on a 120 élèves par année de cycle préparatoire. Et on rentre en cycle préparatoire par le concours GEPI, qui est sur Parcoursup, et uniquement pour les bacs généraux, pour ce qui est de Polytechnique Sofia. Ensuite, en cycle ingénieur, donc on a à peu près 1000 élèves. Donc, sur les 1300, donc on a à peu près donc 300 en cycle préparatoire et 1000 en cycle ingénieur. Et en cycle ingénieur, on y rentre soit en ayant fait le cycle préparatoire de l'école ou d'une des écoles du réseau Polytech, soit en venant d'une CPGE, en passant le concours CCINP, donc concours commun polytechnique E3A Polytech. Donc là, on a à peu près 120 places qui sont ouvertes à l'école sur le concours CPGE. Et on peut aussi rentrer par le concours sur titre Polytech, c'est-à-dire en sortant d'un but, alors l'année prochaine, cette année au moins pour les buts 2 d'excellent niveau, en sortant d'une licence, alors L2 ou L3, on paraît L2 d'excellent niveau ou L3. Et donc là, c'est une autre population qu'on peut rentrer, pareil, sur concours sur titre cette fois-ci, et on rentre aussi là-dessus en cycle ingénieur. Donc à l'école, on a actuellement 8 spécialités d'ingénieurs qui sont génie biologique, sont bâtiment, c'est un peu comme du génie civil, mais limité au bâtiment en fait, électronique et système embarqué. Nous avons aussi mathématiques appliquées, nous avons informatique, et nous avons génie de l'eau et aménagement paysager. Alors, il y a quelques nouveautés cette année. Les nouveautés cette année sont qu'en électronique, on avait 2 spécialités qui étaient électronique et informatique industrielle. On les regroupe à une seule, qui seront ouverts à la fois pour les étudiants et pour les apprentis. Et puis, en génie de l'eau, nous avions des étudiants et des apprentis. On s'est associé avec le campus Vert d'Azur et on propose dans cette formation-là donc une partie qui va être tournée autour de l'aménagement paysager. Donc, ça va être génie de l'eau et aménagement paysager. Donc là, on offre une nouvelle opportunité de formation d'ingénieur pour voilà, quelque chose qui est plus orienté vers les sciences du vivant, en fait. Donc, c'est une combinaison de techniques de l'eau et de sciences du vivant. Voilà pour une présentation de l'école. Et donc, on a la chance d'avoir dans l'école des étudiants qui sont très actifs avec, donc on a 8 bâtiments. On a une vue sur la mer et vue sur les Alpes, c'est absolument magnifique. Et on a des étudiants très actifs avec une dizaine de clubs et d'associations qui font de l'animation toute l'année. Et dès que vous arrivez, vous êtes pris en charge pendant un mois, pendant le mois d'intégration. Vous avez un parrain qui vous aidera dans vos choix. Et vous avez des activités faites dans l'école et en dehors de l'école, y compris le week-end avec les étudiants. Voilà un petit peu comment ça marche. Au niveau de la restauration, on a un crous sur place, donc un restaurant universitaire dans le campus. Et puis, au pied du campus, qui se trouve dans le quartier Saint-Philippe de Biot, il y a tout un tas de petites restaurations dans lesquelles on peut aller. Au niveau du logement, on a à peu près 360 logements réservés autour du campus en résidence crous ou en résidence privée. On peut vous aider à vous loger aussi. Et pour terminer, au niveau du transport, donc on a le bus tram qui vient d'Antibes et qui a un arrêt au pied du campus. Donc en venant d'Antibes, le bus circule en sitôt propre. Il faut à peu près entre 20 et 30 minutes pour venir jusqu'à l'école. Voilà un petit peu les conditions d'études que nous vous offrons. Conditions très alléchantes, description très alléchante du campus. Alors, vous pourriez juste nous dire si les lycéens qui nous écoutent veulent aller voir
de près ce que vous nous dites. Avez-vous une journée porte ouverte? On va peut-être tout de suite en parler. Alors, la journée porte ouverte se déroule le samedi 4 février. Donc, c'est le samedi en 8, pas celui qui vient ensuite après. Ça va être le matin de 10h jusqu'à 16h, donc 10h, 16h à peu près. Et là, vous venez, le campus est ouvert et vous pourrez vous promener dans le campus et aussi assister aux présentations qui sont faites sur le cycle préparatoire et le concours GEPI, et aussi voir les différentes spécialités d'ingénieur. Très bien, merci beaucoup. Donc, date à retenir pour les lycéens qui souhaitent donc vérifier le campus très sympathique de Polytech. Alors, Monsieur Caminada, est-ce qu'on pourrait s'appesantir un petit peu sur le concours GEPI? Donc, ce concours GEPI qui est national, pourriez-vous nous en expliquer déjà le déroulement, le contenu et le fait de le passer à un endroit a-t-il une incidence sur l'intégration dans une école d'un autre endroit? Comment est-ce que ça se passe? Le concours GEPI, c'est un concours national qui comprend 34 écoles, ou 32 ou 34, et qui est ouvert aux bacs généraux. Là, il y a à peu près 4000 places qui vont être ouvertes, et qui est aussi ouvert au bac STI 2D, donc le bac technologique, et là, il y a à peu près 200 places qui sont ouvertes. Donc, chaque école offre un nombre de places. Et le concours se passe effectivement sur des centres d'examen. Donc, dans la région, il y en a un chez nous, à Polytech, et il y en a un aussi qui se passe à Nice, dans un des lycées de Nice. Je ne me rappelle plus lequel. C'est peut-être le lycée Masséna, mais je ne suis pas sûr. Là, il faudra s'enseigner. Alors, vous êtes convoqué pour passer le concours dans un endroit, mais cet endroit-là n'a rien à voir avec l'endroit où vous atterrirez si vous êtes admis. C'est-à-dire que si vous venez passer les épreuves écrites chez nous, mais qu'au final vous êtes admis à Polytech de Lyon, vous irez à Lyon, vous n'irez pas chez nous. Donc il n'y a absolument aucun lien. Alors pour vous inscrire sur le concours, il faut passer par Parcoursup. Le choix du concours vaut pour un choix. Donc du coup, vous avez les 34 écoles en un seul choix. Donc je vous conseille de vous inscrire au concours. Il faut vous inscrire aussi à d'autres concours, pas seulement à celui-là. Donc voilà, voyez large, inscrivez-vous à plein de choses, remplissez vos 10 vœux, faites-le, c'est dans votre intérêt. Et plus vous serez pris, plus vous aurez de choix. Et c'est ça qui est important pour vous, c'est d'avoir le choix de ce que vous voulez faire. Donc ça veut dire, excusez-moi, que les écoles ne comptent pas comme sous-vœu alors? Le concours GEPI est un seul vœu. Un seul sur vœu. sur Ouais, Parcoursup. c'est un seul vœu, tout à fait. Donc le concours en lui-même, alors le concours se déroulera le 3 mai. C'est un concours écrit seulement cette année, donc il y a un changement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y avait des élèves qui ne passaient pas le concours, d'autres qui le passaient. Il y avait de l'écrit et de l'oral. Cette année, différent, tout le monde passe le concours et ce n'est que de l'écrit. Donc l'épreuve écrite dure 3 heures. Et sur cette épreuve écrite, donc on va vous proposer pendant 3 heures, on va vous proposer tout d'abord un QCM qui est basé sur le tronc commun, on va dire les cours communs ou le programme commun entre mathématiques et mathématiques complémentaires. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, en deuxième partie, on vous propose donc des exercices sur toutes les disciplines scientifiques que vous avez en terminale. Donc, les mathématiques, la physique, les sciences de l'ingénieur, les sciences numériques, aussi, ouais, les SVT, aussi, voilà, tout ça. Et là, vous choisissez deux types d'exercices, donc 2 spécialités à faire dans les épreuves écrites, qui sont celles que vous avez suivies en terminale. D'accord? Donc, si en terminale, vous avez fait par exemple physique SVT, vous choisissez physique SVT. OK? En complément du QCM qui porte sur donc, la partie commune entre maths et maths complémentaires. Voilà comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez fait ça, et bien, du coup, nous, on centralise en fait toutes les copies des candidats et c'est corrigé de manière unique. Et ensuite, il y a un classement national qui est fait. Et là, en fonction du classement national, vous allez avoir la possibilité de choisir l'école où vous voulez aller. Voilà comment ça se passe de manière très concrète. Alors là-dedans, pour les écoles du réseau Polytech, les 15 écoles du réseau Polytech, quand vous rentrez en cycle préparatoire, il y a 2 formules de cycle préparatoire principales qui sont, on appelle ça le PEIP, qui veut dire Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, donc c'est le cycle prépa du réseau Polytech. Il y a le PEIP-A qui ouvre à toutes les spécialités d'ingénieurs, sauf les spécialités du domaine du vivant. Donc le génie biologique en particulier, ingénieur que nous avons à l'école, on n'y rentre pas en ayant fait le PEIP-A. Nous, à l'école, nous avons que le PEIP-A, ce qui veut dire que si vous venez chez nous faire le PEIP-A, vous ne pourrez pas rentrer ensuite en cycle ingénieur génie biologique de notre école. Ça, c'est un premier point. Par contre, vous pouvez accéder à toutes les autres spécialités. Deuxième PEIP, le PEIP dit B comme biologie, c'est facile à retenir. Donc celui-là, il ouvre
aux spécialités d'ingénieur du réseau Polytech où il y a des sciences vivantes, du biologie. Donc, du coup, par exemple, il existe, sauf erreur de ma part, à Clermont-Ferrand. Si vous allez à Clermont-Ferrand faire le PUP-B, ensuite, en cycle ingénieur, vous viendrez peut-être en génie biologique chez nous. D'accord? Donc, il y a cette façon de faire qui est un peu spéciale. Pour les bacs technologiques, il existe un PUP-D. Voilà, D comme dans le D de STI 2D. Et donc, là aussi, c'est un parcours particulier. On ne le fait pas à Polytechnique Sophia, on le fait à Lyon, par exemple. Je crois qu'il y a 4 écoles qui le proposent. Marseille aussi peut-être. Et quand vous faites ça, ensuite, vous rentrez dans une spécialité aussi qui ouvre au PUP-D. Voilà un petit peu comment ça marche. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, une chose importante, c'est que vous faites votre prépa dans le réseau Polytech dans une des écoles. À la fin des 2 ans de prépa, vous êtes classé nationalement sur l'ensemble des élèves des 15 écoles. Et selon votre classement national, vous choisissez la spécialité d'ingénieur et donc l'école où vous voulez aller après pour le cycle ingénieur. Et vous faites 10 vœux. Donc, ça fait beaucoup de choix possibles, hein, sachant qu'il y a 120 spécialités. Vous faites 10 vœux. Et une bonne chose qui est intéressante et qui nous différencie vraiment des INSA, donc là, c'est très différent, c'est que on a 85% du premier vœu satisfait, 95% des 2 premiers vœux satisfaits. Voilà, et 100% des 3 premiers vœux satisfaits. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc contrairement aux INSA, si vous voulez faire absolument de la mécanique et que vous mettez 3 écoles qui font de la mécanique dans vos 3 premiers vœux, vous ferez de la mécanique. Si vous voulez faire de l'informatique, vous êtes sûr de faire de l'informatique. Alors que dans les INSA, selon votre classement, si vous mettez informatique en premier, mais que vous n'êtes pas assez bien classé, vous allez peut-être faire de la mécanique. Donc ça, c'est très différent, parce qu'il y a un vrai croisement entre les 15 écoles. Et donc, la contrepartie, c'est que vous devez changer d'école, peut-être, en fonction de votre classement et de vos résultats. Et donc, par expérience, Polytechnique Sophia, donc sur des promos de 120 en PUP, en cycle ingénieur, on en a la moitié qui reste à l'école et la moitié qui part dans une autre école. Et du coup, nous, on en a la moitié dans le cycle ingénieur qui arrive d'ailleurs. Voilà, donc ça fait un mixage au niveau des étudiants des écoles qui est très intéressant aussi. Absolument. Et du coup, l'évaluation au bout des 2 ans du cycle préparatoire, ce sont des concours écrits, oraux, comme pour les autres écoles d'ingénieurs, ou est-ce que c'est sur contrôle continu? Comment se fait cette évaluation? Alors, on est comme en CPGE. Vraiment, c'est la même chose, c'est-à-dire on a le même programme, donc on fait essentiellement des maths et des physiques. Maths et physiques, donc maths et physiques, ça va occuper en gros les 3 quarts du programme, hein, pratiquement. Et ensuite, on va avoir des cours d'anglais, obligatoires aussi, tous ces cours sont obligatoires, et puis des cours liés à la technique d'expression, donc amélioration de l'expression orale, l'expression écrite, des choses comme ça, avec des jeux, de la scène, des choses comme ça qui sont vraiment intéressants. Préparation aussi d'écrit de CV, de lettre de motivation, ce genre de choses. On va avoir un stage obligatoire entre la première et deuxième année pendant l'été, de 4 semaines. Donc, ça permet d'avoir un stage ouvrier, donc ça permet de valoriser une expérience professionnelle qui peut être dans n'importe où. Ça peut être aussi bien dans une grande surface que dans un petit magasin, que chez un opérateur de transport, ou bien même dans une boîte d'informatique. Ça peut être tout, en fait, une expérience professionnelle qui est valorisée. Et on y fait aussi, à Polytechnique Sophia, en prépa, de l'informatique et de l'électronique. Alors ça, c'est pas obligatoirement partout. Ça dépend des écoles et des endroits. Mais voilà, le programme est constitué de ça. Ce n'est que du contrôle continu, du début à la fin. Donc, il n'y a pas d'épreuve terminale. Et on n'a pas du tout de nombre de places réservées pour passer en deuxième année. Il y a 120 élèves en première année. On a 120 places en deuxième année. Si tous les élèves ont le niveau, ils passent en deuxième année. Donc là, il n'y a pas de filtre. Il s'agit juste de démontrer que vous travaillez, que vous êtes capable, que vous avez envie et qu'à la fin de la première année, vous avez au moins 10 de moyenne. Si vous avez au moins 10 de moyenne, vous passez en deuxième année. Et s'ils ont moins 10 de moyenne, est-ce qu'ils peuvent redoubler? Alors, ça, c'est une bonne question. On n'a pas de redoublement sur le PUP. Donc, si vous n'avez pas 10 de moyenne, du coup, vous serez invité à faire autre chose et vous ne pourrez pas redoubler, y compris dans une autre école du réseau Polytech. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer d'école en faisant du redoublement. Le taux de passage en deuxième année qu'on observe, il est le même que pour les CPGE, c'est-à-dire on est de l'ordre de 80 à 90% de passage en deuxième année. Et ce n'est pas parce qu'on fixe ce taux-là, c'est simplement parce que, au cours de la première année, il y a des élèves qui se rendent compte que finalement, ce n'est pas pour eux, ou alors le lieu ne leur plaît pas, ou alors ils sont trop loin de leur famille ou de leurs amis, ou bien ils ont eu un souci. Ça arrive aussi chaque année, un accident de la vie, ça peut se produire.
Donc voilà, notre objectif en tout cas, c'est de faire passer tout le monde. Et on soutient, on accompagne vraiment les étudiants pour que ça se passe comme ça. Tous les cours se passent en groupe de 24 élèves. Donc on est comme dans un lycée en CPGE. On a quelques cours magistraux qui regroupent 2 ou 3 classes. On ne dépasse jamais 60 élèves dans un cours magistral. Mais tous les TD et TP se passent en groupe de 24. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a beaucoup de labos d'informatique, de langue, d'électronique. Il y a des projets. Donc vous allez directement en deuxième année de PUIP faire un petit robot avec du matériel Arduino. Vous choisissez le thème du robot. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un système de service de barre automatique. Vous pouvez faire un appareil comme un ballon sonde. Vous pouvez faire un petit robot qui vole. Faites ce que vous voulez. Vous êtes accompagné pour ce projet-là. Très bien. Juste une petite question justement qui va dans la suite de ce que vous disiez. Si un élève, donc, enfin un étudiant, pardon, doit se réorienter, y a-t-il un accompagnement pour cette réorientation prise en charge justement par les enseignants du PEIP? Oui, alors justement, on va les conseiller. Donc pour les étudiants qui ne passeraient pas en deuxième année, on va les conseiller en fonction de leurs résultats, de leur situation, de faire plutôt ci ou de faire plutôt ça. Donc ça veut dire qu'on peut les réorienter soit vers une formation courte, soit vers une formation qui soit plus adaptée à leur envie en fait et à leur capacité. Très bien. Alors, il y a une série de questions que je vais essayer de regrouper, donc qui concernent justement l'accès au cycle ingénieur, donc en passant par le PEIP. Donc d'abord, par rapport au concours GEPI, y a-t-il une manière ou une autre de s'y préparer? C'est la première question. Et la deuxième question, alors attendez que je la reprenne. Oui, il faut donc garder en terminale 2 spécialités scientifiques si on veut pouvoir candidater donc au concours GEPI. Oui, alors la première question, donc comment se préparer au concours GEPI? Vous allez sur le portail du concours GEPI, il y a des annales avec les corrigés. Il faut absolument faire ça. C'est le meilleur moyen pour vous de vous préparer. Hein. La deuxième question qui est au sujet du choix des spécialités, effectivement, pour passer le concours, vous allez avoir, donc en dehors du QCM qui porte sur la partie commune entre les maths et les maths complémentaires, vous allez avoir le choix de faire des exercices correspondant à 2 spécialités. Donc vous devez avoir 2 spécialités de sciences en terminale de manière très claire. Quels sont les éléments dont on prend en compte pour le concours? Ça, c'est intéressant. Donc, pour le concours, en fait, on va avoir une note qui vient du dossier et une note qui vient des épreuves écrites. Voilà les 2 notes. On va les rassembler pour faire une note unique et c'est en fonction de ça qu'on va classer les candidats. Donc, en général, sur les 5 dernières années, on tourne autour de entre 21 000 et 25 000 candidats. Et sur ce concours, il y a, de mémoire précisément, il y a 3 700 places en 2023. Voilà à peu près Alors, n'ayez pas peur, hein, les 25 000 candidats candidatent aussi sur le concours des INSA, des universités de technologie, des CPGE. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je veux dire, on est à 75% de candidats communs avec les INSA, par exemple. Okay, donc, vous n'êtes pas seul. Donc, le taux de sélection n'est pas de 3 700 pour 25 000. Ça ne marche pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour faire la note de dossier? On va utiliser les notes de français du bac. On va utiliser les notes de maths et de physique de première. Donc ça, c'est pour la partie première. Et on va aussi utiliser la note d'anglais de première. Pour ce qui est des notes de terminale, on va prendre, pas les notes du bac, bien sûr, parce que vous ne l'avez pas encore passé. On va prendre la note d'anglais, donc la moyenne de terminale. Et on va prendre les spécialités de sciences que vous avez choisies en terminale. Si vous n'avez pas pris maths, on prendra la note de maths complémentaire. Voilà comment on va faire le dossier. Donc tout ça s'assemble et ça fait une note de dossier. Et est-ce que vous faites un coefficient, le dossier est plus important que l'écrit, coefficient 1 et l'écrit coefficient 2, ou est-ce que vous les traitez de la même façon? Alors ça, c'est de la tambouille interne qui peut changer d'une année sur l'autre. Donc je préfère ne pas donner de chiffres sur cette information-là. Ouais. Vous disiez que dans le dossier, vous preniez en compte la note de physique, mais quid alors des lycéens qui n'ont pas gardé physique, mais qui ont fait NSI ou sciences de l'ingénieur? Alors en première, c'est maths physique. En terminale, c'est les 2 spécialités que vous avez choisies. Donc, il peut ne pas y avoir maths, il peut ne pas y avoir physique. Absolument. Oui, ça peut être, disons, NSI, par exemple. Pourquoi pas sciences de l'ingénieur. Ça peut être ça. Très bien, d'accord. Là, c'est complètement ouvert. D'accord. C'est très intéressant parce que ça donne une ouverture. Et justement, pour rebondir par rapport à sciences de la vie et de la terre, est-ce que vous pourriez... Non, du coup, ça, c'était le PEIP-B. J'ai une question, par contre, par rapport au PEIP-D. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, le PEIP-D, donc là, on a 120 places. Pardon, excusez-moi, on n'a pas 120 places, on a à peu près 200 places qui sont sur le PEIP-D. Donc là, on va prendre en compte, je suis en train aussi de prendre mes notes, parce que ça, c'est une question qu'on a rarement, du coup, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Oui. Donc, pour le PEIP-D, on va prendre en compte les notes de première et de terminale, de mathématiques,
et de physique-chimie. Oui. Okay. On va prendre en compte les notes de français du bac. Et on va prendre en compte aussi les notes d'anglais et de deuxième spécialité de terminale. Absolument. Okay. Donc, maths et physique de première et terminale, français du bac, et puis anglais et deuxième spécialité de terminale. Donc, tout ça, ça va nous donner une note. Les meilleurs dossiers seront convoqués à un entretien de motivation qui sera entre fin avril et début mai. Et à l'issue de l'entretien de motivation, donc là, le dossier est plus important qu'un entretien de motivation. Là, vous avez un classement et vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. Voilà comment ça marche. D'accord. Donc là, on est bien en train de parler du PEIP réservé au bac STI 2D. C'est ça. C'est le PEIP D qu'on appelle le PEIP D. Et pour lequel, donc sur ce PEIP, donc là, je regarde plus précisément, on a 171 places qui sont ouvertes et il y a 12 écoles qui le proposent, mais pas Polytechnique Sophia. Très bien, je vous remercie. Alors, pour rester un petit peu dans la thématique de la candidature, est-ce que vous examinez de près les projets de formation motivés, qui sont donc un élément indispensable au dossier pour un lycéen de terminale? Il doit remplir donc ce projet de formation qui est une sorte de lettre de motivation. Est-ce que vous les examinez de près? Alors, bien sûr, on les regarde. Ceci étant, ce n'est pas un élément déterminant, c'est-à-dire qu'un élève peut faire une très bonne lettre de motivation, mais si derrière les résultats sur les matières de sciences ou autres dont j'ai parlé ne sont pas là, ça ne suffira pas. Donc, ce n'est pas ce qui est primordial, mais bien sûr, ça compte aussi. On les regarde. Et j'attire aussi votre attention, les élèves, parce que comme j'ai souvent en entretien des élèves de STI 2D, sur l'importance que vous avez donnée au français et à l'anglais. Souvent, on pense que parce qu'on va en école d'ingénieur, on ne va regarder que la partie scientifique, mais absolument pas. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous regardez les notes de français et d'anglais? Est-ce qu'un ingénieur en a besoin finalement? Quelle est la logique de tout ça? Alors là, ça me permet de faire un petit passage par la commission des titres d'ingénieur. Donc en France, dans le domaine des sciences et techniques, donc pour les diplômes de grade master, donc grade master, ça veut dire qu'on a un niveau bac plus 5, c'est ça que ça veut dire. Il y a deux types de formations en France. Il y a les masters qui passent par l'université, donc qui durent 2 ans après une formation de licence, et il y a les diplômes d'ingénieur qui vont aussi grade de master, donc qui donnent aussi la même chose qu'un master, sauf que les diplômes d'ingénieur ont une accréditation spécifique qui donne le titre d'ingénieur aux diplômés. Et ce titre d'ingénieur, il est donné aux écoles par la commission des titres d'ingénieur, qui est un organisme qui aujourd'hui dépend de l'État et qui en fait évalue les écoles qui veulent délivrer le titre d'ingénieur. Donc nous en faisons partie. Donc en France, il y a à peu près 200 écoles qui délivrent le titre d'ingénieur. Donc par exemple, il y a de nombreuses écoles privées qui délivrent des niveaux bac plus 5, mais qui ne délivrent pas de titre d'ingénieur. Donc attention à bien faire la différence. Je ne veux pas en citer, mais je pense qu'il faut faire attention. Donc c'est un gage de qualité, c'est ce que vous dites, d'être reconnu par la CTI. Voilà, l'accréditation, c'est un gage de qualité qui vous permet d'avoir le titre d'ingénieur français, qui vous permet d'avoir un Master of Science Engineering européen, donc qui est délivré par un certificat d'accréditation qui vient d'un organisme européen qui rassemble toutes les commissions nationales, en fait, et qui est reconnu partout dans le monde, en Asie, notamment en Chine, c'est intéressant, et aussi partout en Amérique, et notamment en Amérique du Nord, aux USA et au Canada. Donc, la particularité d'une école d'ingénieur, c'est ça, c'est de délivrer cette certification. Et donc, cette certification, elle est accompagnée d'un certain nombre d'exigences de qualité liées au diplôme. La personne doit être en capacité, pour être ingénieur, de travailler dans une entreprise, de pouvoir faire un certain nombre de choses, qui sont évidemment comprendre et résoudre des problèmes techniques et scientifiques. Ça, évidemment, c'est un peu la base, un point de départ. Mais aussi être capable de travailler dans un environnement interculturel. Donc, qui dit interculturalité dit maîtrise de l'anglais. Donc, ça veut dire que en anglais, pour pouvoir obtenir le diplôme d'ingénieur, il faut passer un examen qui s'appelle le CECRL, qui est un examen européen, qui est gradué de A à C. Et il faut avoir au moins le niveau B2 pour avoir le diplôme d'ingénieur. Donc, dans l'école, en fait, on fait de l'anglais tout de suite, en cycle préparatoire et chaque année, en troisième année et quatrième année. On fait de l'anglais chaque semestre, au moins 30 heures. Et l'école fait passer cet examen en deuxième année du cycle ingénieur. Et tous les élèves qui ne l'ont pas vont avoir un anglais renforcé pour l'avoir absolument avant d'arriver en dernière année et d'avoir le diplôme. Donc ça, c'est un premier point. On demande aussi aux ingénieurs d'être en capacité de négocier des affaires, de discuter avec des gens, d'animer des réunions, d'animer des groupes, de faire du management de projet, du management de personnes, qui sont des choses différentes. Et là, donc, ça veut dire qu'il faut avoir des capacités de communication écrite et orale, de synthèse, d'expression qui sont claires. Et il faut avoir aussi, à travers tout ça, bien sûr, des capacités à montrer une certaine confiance et à faire confiance aussi aux individus. Donc ça, ce sont aussi des choses que l'on enseigne dans l'école.
donc en dehors des licences techniques. Et enfin, donc autre point important, donc pour atteindre ces capacités-là, on va faire beaucoup de projets en équipe. On va faire des hackathons en équipe, des projets en équipe, on va faire travailler les élèves avec des entreprises très tôt, on va avoir des stages obligatoires en 2e et 3e année du lycée d'ingénieur. On va avoir, je reviens sur l'anglais, on va avoir une obligation de passer au moins 17 semaines à l'étranger pendant ses études. C'est une obligation. Une obligation. C'est une obligation. Ce n'est même plus facultatif. Non, ça ne l'est plus. Jusqu'à l'année dernière, oui, c'est ça. Voilà, Ouais. jusqu'à l'année dernière, c'était recommandé fortement. Voilà, ouais. Maintenant, c'est obligé. D'accord. Donc, 17 Combien semaines, vous disiez 17 semaines pour les étudiants, 12 semaines pour les apprentis. Mais répartis sur l'ensemble du cycle ou Répartis sur l'ensemble du cycle, mais en général, les élèves le font une seule fois. D'accord. Genre, ils vont partir en Corée du Sud faire un semestre d'études. Voilà, et vous les aidez à trouver les destinations ou il y a des accords particuliers avec Polytech? Ah oui, absolument. On apporte des bourses, donc on apporte du financement et on apporte des collaborations. Donc, on a plus d'une centaine de partenaires académiques pour faire des semestres d'études à l'étranger partout dans le monde. Vous pouvez aller sur le portail de l'école, vous trouverez tout ça. Donc ça, c'est pour les étudiants 17 semaines. Pour les élèves qui sont en formation d'ingénieur, en format apprenti, c'est 12 semaines obligatoires. Et pour eux, la plupart du temps, ça va être dans une entreprise. Ils vont partir à l'étranger dans une autre entreprise que celle où ils sont salariés pendant leur formation. Là, on va les aider aussi. Hein. Et dans cette autre entreprise, en fait, ils vont faire un travail différent, mais sur leur domaine d'études. Donc ça, c'est la partie expérience internationale qui est obligatoire. Donc, expérience internationale obligatoire. Stage obligatoire sur la 2e et 3e année. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les diplômes de master et qui sont vraiment spécifiques à nos formations d'ingénieurs. Ce qui fait qu'un ingénieur, c'est une formation complète qui permet à la personne de faire beaucoup de choses. Et en dernier lieu, donc on va demander à un ingénieur d'avoir un regard sur le monde et sur l'économie et sur l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'il a comme formation sur les enjeux environnementaux, sur les changements climatiques, sur la réutilisation des ressources, par exemple? Est-ce qu'il sait faire un bilan comptable? Est-ce qu'il est capable de gérer une entreprise? Est-ce qu'il sait monter un projet, répondre à des appels à projets en mettant les éléments techniques et financiers à l'intérieur? Est-ce qu'il a des notions de droit? Est-ce qu'il a des notions d'éthique? C'est-à-dire, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il ne fait pas n'importe quoi? Est-ce qu'il est capable de gérer du personnel, donc d'avoir des notions au niveau de la RH? Tout ça sont une multitude en fait, de cours que les élèves vont avoir. Et donc, ces cours-là, ça représente 15% de l'ensemble de la formation. Donc, c'est énorme. 15% de l'ensemble de la formation, c'est de l'ordre de 250 à 300 heures de cours sur ces domaines-là qui n'ont rien à voir avec les sciences, auxquels on ajoute, donc, comme je disais tout à l'heure, environ 150 heures de cours en anglais. En anglais. Voilà, donc tout ça, ça fait beaucoup de choses qui se cumulent. Et une formation d'ingénieur, c'est tout ça. Donc c'est très pluridisciplinaire en fin de compte. Absolument. On demande à quelqu'un d'être complet quand il arrive sur le marché du travail, et d'être capable de travailler en France comme à l'étranger, d'encadrer une équipe comme d'intégrer une équipe, de monter une entreprise ou de reprendre une entreprise, et de s'inscrire dans un projet professionnel où on sait que peut-être dans 5 ans, il sera chef de projet, dans 10 ans, il sera directeur d'une entreprise, dans 20 ans, il va devenir, je ne sais pas, conseiller expert auprès du ministère, auprès de l'État. Il peut faire plein de choses. Donc là, vous venez de répondre vraiment de façon très précise à la question qui était la suivante. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un ingénieur. On parle beaucoup de « je veux être ingénieur », mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? Et là, on a l'impression, d'après ce que vous nous dites, que c'est un peu un chef d'orchestre. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, on peut dire ça. Ouais. C'est quelqu'un qui doit avoir un panel de compétences complet pour lui permettre d'être à l'aise dès lors qu'il rentre sur le marché du travail. Je vais prendre mon propre exemple, si vous voulez. Moi, je suis ingénieur de formation. Et à la fin de mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait ça en informatique et en automatique. Je me suis dit, tiens, je veux faire de la recherche. Alors, j'ai fait un doctorat. Donc après un diplôme d'ingénieur, on peut faire un doctorat directement. On n'a pas besoin de faire un master. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on n'a plus besoin de faire un master pour faire une thèse doctorat. La loi a changé. Puisqu'on a le grade master en sortant d'une école d'ingénieur. On a le grade master, exactement. On peut faire un doctorat n'importe où en France ou à l'étranger. Donc, j'ai fait un doctorat. Après ça, je suis rentré dans un organisme de recherche national parce que j'en avais envie. Donc, j'ai fait ça. Et puis, au bout de 11 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, j'ai quitté cet organisme de recherche nationale et je suis rentré dans une école d'ingénieur pour prendre la direction des études et d'un département en informatique. J'ai fait ça un certain temps et en même temps, je faisais de la recherche fondamentale aussi. Donc, j'ai encadré moi-même 25 thèses de doctorat, j'ai des publications scientifiques, j'ai participé à des conférences, j'ai fait des choses comme ça, c'était intéressant. Et pardon, j'ai oublié une étape importante. J'ai fait un passage à France Télécom aussi, ce qui m'a permis de prendre une expérience en entreprise. Et puis ensuite, j'en ai eu assez et je me suis dit, tiens, maintenant, je vais prendre la direction d'une école. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'Université Côte d'Azur et que j'ai pris la direction. C'est grâce à ça que vous pouvez être en face de nous aujourd'hui. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Donc aujourd'hui, mon travail, alors que j'ai une formation d'ingénieur, consiste essentiellement à gérer du budget, donc des moyens. Donc des moyens en locaux, en personnel et en finance. Essentiellement ça et à construire du développement.
Donc plusieurs vies en une, en fait, quand on est ingénieur, C'est on ça, peut. c'est un Voilà, peu donc ça. ça, c'est effectivement très intéressant. Une petite question par rapport à l'étranger. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos étudiants qui s'insèrent à l'étranger? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'étranger en tant qu'ingénieur? Alors, sortant de l'école, on est actuellement sur des taux qui sont entre 10 et 20%. Ça dépend des années. Alors, on est obligé de parler d'avant Covid et post-Covid parce que c'est très différent. Donc, sur l'avant Covid, on était plutôt entre 15 et 20% d'ingénieurs sortants qui travaillaient à l'étranger en premier job. Et là, sur la période plutôt Covid, on est plutôt entre 10 et 15%. Donc, on a perdu 5 Mais points ça va quasiment. se rétablir Mais probablement. ça se fait quand même. Ouais. Alors, sachant que dans l'école, donc sur les 1300 élèves, on a à peu près, avant Covid, 300 élèves étrangers. Donc, c'est énorme. Ça représente plus de 20%. Et maintenant, dû au Covid, on est descendu un peu. On est plutôt autour de 15% d'élèves étrangers. Mais donc, ça veut dire qu'on a à peu près actuellement 45 nationalités, entre 45 et 50 C'est nationalités énorme. différentes. C'est beaucoup. Avant le Covid, on était à 60-65. Mais donc, on a quand même beaucoup d'étrangers qu'on accueille. Donc, on a tous les continents représentés. Alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va un petit peu maintenant plus s'appesantir sur la manière d'entrer en cycle ingénieur. On a un élève de terminale STI 2D, donc option SIN, système informatique et numérique, système d'information et numérique, qui nous demande si sa stratégie suivante est-elle pertinente. Donc, commencer par faire un BUT réseau télécom sur Sophia et ensuite demander à entrer en cycle ingénieur sur Sophia aussi, en Polytech ou sur une autre école, en fait. Est-ce que c'est un bon plan? Oui, ça me paraît être un bon plan. Parce que c'est vrai que pour les STI 2D, le nombre de places sur le concours est faible. Et le nombre d'écoles qui intègrent en cycle préparatoire est faible. Donc ça veut dire que là, il y a un goulot d'étranglement qui est très fort. Donc ce sont vraiment les premiers de leur promo qui vont avoir des places, en gros. Faire un BUT, ça va permettre à l'élève de monter en compétences et de se présenter après son BUT sur le concours sur titre ouvert au BUT dans le domaine des réseaux télécoms. Et là, typiquement, donc ce cheminement-là lui permettrait de venir dans notre école. Nous, on ne prend pas de bac STI 2D, cycle prépa. Par contre, on va prendre l'année prochaine, quand ils sortiront, des buts dans le domaine du GE2I, RT, informatique et aussi en statistique. Ce sont des élèves qui vont pouvoir venir chez nous sur dossier, des spécialités. comment ça se passe donc, alors? Alors là, pour les buts, il y a deux. Donc là, il y a deux formats effectivement en cycle ingénieur. On peut rentrer en cycle ingénieur en statut étudiant. Dans ce cas-là, on rentre, lorsqu'on sort de BUT, par le concours Polytech sur titre. D'accord. Concours Polytech sur titre, c'est sur dossier. Donc, on envoie un dossier. C'est un concours Polytech, classement national. Vous faites 3 vœux d'école. Et si vous êtes donc sélectionné, vous allez dans une des 3 écoles que vous avez choisies. Voilà comment ça se passe. Pour les apprentis, donc les élèves qui veulent venir en cycle ingénieur par apprentissage, donc à l'école ici, sur Sophia, donc on a 8 formations d'ingénieurs en tout. Les 8 sont ouvertes aux étudiants. D'accord. Et 4 sont ouvertes aussi pour l'apprentissage. À l'alternance. Aussi. Ça veut dire qu'en fait, il y a 4 spécialités qui font les deux, étudiants et apprentis. D'accord. Donc, pour rentrer en apprentissage, on peut rentrer en première année du cycle ingénieur et on peut aussi rentrer en deuxième année du cycle ingénieur. Donc, les élèves ils peuvent dire moi, j'arrive en première année, je vais faire le format étudiant. En deuxième année, je passe apprenti. C'est eux qui décident ça? C'est eux qui décident, c'est ça, tout à fait. Donc, pour ceux qui sortent de but et qui se disent moi, je veux tenter direct l'apprentissage, qui est tout à fait une possibilité, ça peut être pour n'importe qui d'ailleurs, pas que des buts. Donc là, c'est un concours différent. Ce n'est pas un concours national, c'est un concours local. Donc nous, au niveau de l'école, on va vous indiquer le portail sur lequel il faut vous inscrire, donc déposer le dossier. Et là, ça va être un concours sur titre et ça va être un concours, donc on va examiner uniquement le dossier. Donc vous vous dites, je veux rentrer en formation d'électronique et système embarqué par apprentissage à Polytechnique Sophia. Vous déposez votre dossier sur le portail de l'école. Donc là, on vous demande un certain nombre de pièces. Nous, on va examiner les dossiers. Vous êtes classé, mais c'est localement. Et à partir de là, donc, on vous déclare admissible si vous êtes bien classé. Et une fois que vous êtes admissible, vous avez le droit de chercher une entreprise. D'accord. Avec votre aide? Avec notre aide. D'accord. Alors, nous, on organise au mois d'avril. Donc ça se passe très tôt. Ça se passe ça se passe sur les mois de février-mars. Donc là, on va bientôt ouvrir le portail sur l'école pour ces candidatures-là. Vous êtes admissible. Donc début avril, vous savez que vous êtes admissible. Vers le 20 avril, on organise un forum de recrutement pour les apprentis qui permettent aux apprentis qu'on a déclarés admissibles, futurs apprentis, de rencontrer les entreprises. Vous venez à l'école, on vous fait rencontrer les entreprises et là du coup, c'est à vous de vous vendre et d'arriver à trouver une entreprise qui vous veut. Et dès lors que vous avez signé un contrat avec une entreprise, vous avez jusqu'au 30 septembre pour le faire, vous êtes admis définitivement.
parce que l'apprentissage veut dire obligatoirement contrat avec Oui. l'entreprise. Donc, vous passez de admissible à admis définitivement. Et hop, c'est parti, vous devenez apprenti. Ce qui veut dire que quand vous êtes apprenti, contrairement aux étudiants, donc les étudiants, ils sont à l'école et ils ont 1800 heures de cours sur 3 ans et ils ont des stages obligatoires, puis tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et eux, ils ont droit aux vacances académiques comme ce qui n'est pas le cas des alternants, il faut bien préciser. Les alternants, voilà, ils sont salariés, absolument, salariés de l'entreprise, et eux, ils posent leurs congés dans leur entreprise, donc c'est très très différent. Les congés ne peuvent pas être payés quand ils sont ne peuvent pas être pris quand ils sont à l'école. Les congés ne peuvent être pris que quand ils sont dans l'entreprise, ça c'est important. D'accord. Et ils ont aussi 1800 heures de cours, donc c'est la même chose. Sauf qu'en en fait, ils vont passer à peu près la moitié de leur temps à l'école et la moitié de leur temps en entreprise. Donc beaucoup plus de temps en entreprise que ceux qui sont en statut étudiant. Et le gros avantage, c'est qu'ils sont salariés de l'entreprise. Donc la première année, ils vont toucher de l'ordre de 600, 700, 800 euros par mois. Ensuite, ça va passer plutôt entre 800 et 1000. Ensuite, ça va être entre 1000 et 1200. Voilà, à peu près. Donc ça, c'est le gros avantage. Et donc, ce dispositif d'inscription, enfin plutôt de candidature locale, ne vaut que pour les apprentis, enfin ceux qui souhaitent faire le cycle ingénieur en première année en apprentissage. On peut commencer par le faire en cycle initial étudiant et la deuxième année se dire je tenterai bien l'apprentissage. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Non, on ne peut pas faire l'inverse. D'accord. On peut démarrer étudiant en première année Oui. et passer apprenti en deuxième année. Oui. Si on démarre apprenti en première année, Oui. on reste apprenti. D'accord, pour l'ensemble du cycle. Oui, parce que ce sont deux concours différents. Et on ne peut pas, sur un concours local, puisque l'apprentissage c'est local, on ne peut pas sur un concours local se retrouver à changer de statut, alors que le changement de statut implique un concours national. Donc absolument, ça, ce n'est pas possible. Ouais. Par contre, quand on est apprenti, on n'est pas en formation continue. En tous les cas, on est en formation initiale. L'apprentissage ou le statut étudiant, c'est que de la formation initiale. Donc, vous êtes avec des élèves de votre âge et qui, comme vous, sortent d'une formation antérieure, Bac+2, Bac+3. Alors justement, pour revenir donc à ce cheminement, on va dire, commencer par un BUT, ensuite essayer d'intégrer Polytech en l'occurrence, du coup, ça prendra combien de temps, se demandent les étudiants, parce qu'avec cette réforme du BUT, est-ce qu'on intègre après BUT 3? Du coup, ça nous ferait 6 ans pour devenir ingénieur, alors que ceux d'avant, finalement, faisaient 2 ans de DUT, et après avait 3 ans, ça faisait 5 ans. Donc, comment se positionnent les écoles d'ingénieurs par rapport à cette réforme? Et après le BUT, peut-on sortir encore après BUT 2 pour intégrer une école d'ingénieurs? Alors en fait, les IUT, avant, quand on sortait avec un DUT qui durait 2 ans, effectivement, on rentrait en première année du cycle ingénieur. Le DUT n'avait pas grade de licence. Voilà. Avant aussi, par contre, les élèves qui étaient en licence, et donc eux, s'ils sortaient de L2, ils rentraient en première année de cycle ingénieur, comme finalement pour les DUT. Et s'ils sortaient de L3, ils rentraient aussi en première année de cycle ingénieur. Donc, que les élèves avec grade de licence sortaient de L2 ou de L3, ils rentraient en première année de cycle ingénieur. Donc, pour les BUT, c'est pareil. Si vous sortez de B2, de but 2 ou de but 3, vous rentrez en première année de cycle ingénieur. Alors, en fait, les passerelles but 2, première année de cycle ingénieur, elle va être très, très petite. C'est-à-dire que les candidats de but 2 vers le cycle ingénieur, ça va être vraiment les excellents dossiers. En gros, le premier et le deuxième de la promo but 2 qui rentreront en cycle ingénieur. Mais vous parlez de Polytech, là, ou de l'ensemble des écoles d'ingénieurs? Je parle des écoles. Alors, la CTI, la commission d'éthique d'ingénieurs, donc, a statué pour toutes les écoles. D'accord. Donc, la CTI, c'est elle qui décide. Ce n'est pas les écoles qui décident, c'est la CTI qui décide. Et donc, la CTI statue pour toutes les écoles, et donc elle a décidé que le but 3 rentrerait en première année du cycle ingénieur. Mais qu'on avait néanmoins, mais qu'on avait néanmoins la latitude de se présenter après BUT 2. Voilà, mais les buts 2 pourront être admis en première année de cycle ingénieur à condition de présenter un excellent dossier. C'est ce que dit la CTI. Donc, hors de question pour une école d'ingénieur de recruter quelqu'un qui serait au-delà des 3 premiers, on va dire, de son but 2. Donc, quelqu'un qui réussit bien, mais sans être dans les 3 premiers, n'a pas intérêt à poser une candidature après BUT 2. Il lui vaut mieux continuer jusqu'en BUT 3 et valider BUT 3 le mieux possible. C'est ce que vous diriez? Alors on peut pas interdire aux élèves de but 2 de déposer une candidature. S'ils veulent tenter leur chance, ils le peuvent. C'est complètement ouvert. C'est comme pour les élèves de L2. Mais voilà, le goulot d'étranglement est très, très étroit et donc très peu de chances qu'il soit pris. Donc il ne faut pas qu'ils se fassent trop d'illusions. Ils peuvent déposer un dossier après le but 2, mais il faut qu'ils se donnent toutes les chances de poursuivre en but 3. D'accord. Parce que c'est vrai que cette réforme fait poser beaucoup de questions donc aux étudiants, oui, enfin, aux futurs étudiants. C'est la première année, là, à la rentrée qui vient, qu'on va avoir des buts 2 sur le marché pour entrer en premier cycle, si je puis dire ça comme ça.
Ouais. Donc, on est vraiment dans l'attente de savoir ce qui va se passer. On est tous dans l'attente de savoir ce qui va se passer, en fait. Oui, j'imagine. On la vit en même temps que les étudiants, finalement. Hein. Ouais. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on va un petit peu maintenant parler de tout ce qui est mobilité? Alors, deux sortes de mobilité. Déjà, la mobilité inter-école, c'est-à-dire, vous l'avez bien expliqué au début, je fais mon cycle intégré à Sofia, mais je peux intégrer Marseille, par exemple, ou une autre école en fonction des spécialités. Mais est-ce que je peux aussi commencer mon cycle ingénieur dans une école et ensuite en changer? Donc, déjà, parlez-nous un peu de la mobilité inter-école, à quel moment, dans quelles conditions. Puis après, on parlera un tout petit peu plus de la mobilité internationale au cours des études. D'accord. Alors, mobilité inter-école, effectivement, dans le réseau Polytech, ça démarre comme ça. En cycle préparatoire, vous êtes dans une école. Ensuite, vous êtes classé nationalement. Et là, selon votre classement, vous choisissez une formation d'ingénieur dans une école, une des 15 écoles du réseau. Ça peut être la même école que celle où vous avez fait le cycle préparatoire, mais ça peut être aussi une école différente. Ça peut être l'opportunité pour vous de voyager si vous en avez envie. Voilà. Je vous donne un exemple simple. Sur le cycle préparatoire, les écoles de Polytech, comme on couvre à peu près tout le territoire, peut-être moins le sud-ouest, la région de Toulouse, par là, on n'y est pas pour l'instant, mais ça va venir. On a 2 écoles nouvelles qui sont dans le tuyau, là, donc on va bientôt passer de 15 à 17 écoles. C'est le scoop. Voilà, je vous donne l'information. Ce D'accord. n'est pas quelque chose qui est décidé, D'accord. c'est dans le tuyau. D'accord. Ce n'est pas fait encore. C'est un long processus qui passe par un avis de tous les conseils d'administration et surtout par la fondation du réseau Polytech. Et donc, en fait, sur les élèves que nous avons, nous, ici, en cycle préparatoire à Polytechnique Sofia, on en a à peu près 80% qui sont du territoire 06 et du Var, mais 20% qui viennent d'ailleurs. Et donc, on va avoir des Lillois, des Parisiens, des Bordelais, des Strasbourgeois. Voilà. Et donc, tous ces élèves-là, ils font le cycle préparatoire chez nous. Et peut-être qu'à la fin du cycle préparatoire, ils vont se dire, bon, même moi, maintenant, je vais essayer d'aller dans une école qui se trouve plus près de chez moi. Donc, vous voyez que ce mouvement, il peut être aussi utile aux élèves. Vous serez peut-être pris à Polytech de Nantes en cycle préparatoire et vous aurez envie de venir à Nice en cycle ingénieur pour vous rapprocher de votre famille. Ça peut marcher comme ça. Bon, ça, c'est le cycle préparatoire. Une fois que vous êtes en cycle ingénieur, il y a à nouveau la possibilité de changer d'école après la première année. D'accord? Donc, vous êtes en cycle ingénieur, vous rentrez à Polytech Nantes, vous faites 1 an. Au bout d'1 an, vous pouvez demander à changer d'école. Et le changement d'école vaut changement de diplôme. C'est ça, à condition de changer de spécialité de cycle d'ingénieur. Alors, vous ne changerez pas de spécialité. Oui. Si vous êtes à Polytech Nantes en spécialité, par exemple, génie biologique, oui, et que vous faites une demande de changement pour rester en génie biologique, mais venir à Polytech Nice, oui, c'est possible. D'accord. Vous faites une demande de changement à la fin de la première année cycle ingénieur. La condition, c'est que vous devez être admis à passer en 2e année là où vous êtes, donc à Nantes. Vous êtes admis à passer en 2e année à Nantes et vous faites le vœu de venir à Nice en fait, pour faire votre 2e et 3e année. Donc ça, c'est une possibilité intéressante qui permet de changer d'école pendant le cycle. Et quand vous faites ça, en changeant en première année, du coup, là, vous changez vraiment d'école. Donc, vous aurez le diplôme de Polytech Nice, de l'école où vous allez. C'est un vrai changement. Okay, si par contre, vous décidez de faire la première et 2e année du cycle ingénieur dans une école, en dernière année du cycle ingénieur, vous pouvez faire une demande, cette fois-ci, de mobilité d'école. Donc là, vous ne changez pas d'école, au sens où vous n'allez pas avoir le diplôme de l'école où vous voulez aller, mais vous pouvez demander à faire votre dernière année de cycle dans une autre école, pareil, du réseau Polytech. Et là, du coup, vous êtes comme un étudiant en échange. D'accord. D'accord. Donc, vous êtes à Polytech de Lyon et vous décidez de faire votre dernière année à Polytech Grenoble. Ben, vous faites une demande pour aller faire votre dernière année à Polytech Grenoble. Donc, et là, du coup, vous aurez le diplôme de Lyon, mais vous allez faire votre dernière année à Grenoble. D'accord. Et là aussi, vous ne pouvez pas changer de spécialité. Non, bien vous sûr. êtes à Lyon en électronique, vous allez à Grenoble en électronique. Oui. Donc, il faut voir avec une école qui propose évidemment les mêmes spécialités voilà, du cycle ingénieur. Mais c'est intéressant, ça permet vraiment de bouger à n'importe quel Vous en avez moment. Beaucoup qui effectuent ces mobilités? On en a tout le temps. D'accord. On en a tout le temps. Alors, une fois qu'on est en cycle ingénieur, donc là, ça diminue beaucoup, mais il y en a tout le temps. Il y a toujours des élèves qui demandent à faire autre chose pendant la fin. Ça, c'est pour la partie, on va dire, c'est intéressant, ça donne de la souplesse. Hein, ça rassure parfois les lycéens. Il n'y a aucun réseau qui propose ça. D'accord. Voilà. Oui, moi, effectivement. Je viens du réseau des universités de technologie où j'étais avant. Il n'y a aucun réseau d'école qui propose ça. On est vraiment les seuls à le proposer. Et c'est une richesse. Donc, spécificité intéressante. De Polytech. Donc, la mobilité maintenant plutôt, on va dire, internationale. À quel moment, comment, etc. Alors, la mobilité internationale donc, est obligatoire. Donc, je disais tout à l'heure, apprenti 12 semaines dans une autre entreprise et étudiant 17 semaines qui peuvent se faire soit pendant vos stages, donc les stages de 2e année et 3e année, parce que le stage de 2e année dure 17 semaines. Donc, vous pouvez le faire dans une entreprise ailleurs, à l'étranger. Le stage de dernière année dure 23 semaines. Donc là aussi, vous partez. Donc, soit vous le faites pendant la période d'entreprise, soit vous le faites en mobilité académique. Donc, vous décidez, et souvent, ça se fait en 2e année du cycle ingénieur.
Donc, vous arrivez à l'école. En première année, on va vous présenter toutes les modalités pour partir à l'étranger, toutes les possibilités, tous les financements que vous pouvez avoir. Là, vous dites, OK, moi, je vais faire ça. Vous allez déposer 2-3 dossiers. Vous en déposez plusieurs. On va, donc, les dossiers, en fait, il y a l'accord de financement, qui est une première étape à franchir, et 2, l'accord de l'université où vous voulez aller, ou de l'école où vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez aller suivre un semestre d'études dans une université en Allemagne où les cours sont en allemand, on va vous demander un niveau d'allemand. Si vous voulez aller en Norvège où les cours sont en anglais, on va vous demander un niveau d'anglais. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des exigences sur la langue qui reviennent et qui sont très importantes. On voit que la langue est très importante, en fait, l'anglais. Donc, une fois que votre dossier a été admis, vous avez votre bourse, vous avez été admis par l'endroit où vous voulez aller. Nous, on prépare avec vous votre visa, votre déplacement, votre logement, on vous aide. Donc là-dessus, on a une direction des relations internationales dans l'école qui est composée de 4 personnes. Donc il y a un directeur adjoint, et puis il y a 3 personnes du personnel administratif, dont une responsable du service. Donc toutes ces personnes-là sont à votre disposition pour vous aider à tout faire. Vous n'êtes pas la chaîne à la nature. Voilà, tout ça, on le fait avec vous. C'est comme pour les stages d'ailleurs. Hein. On a une direction des relations entreprises. Pareil, il y a un directeur adjoint. Et dans le service, il y a 5 personnes. Donc, toutes les périodes d'entreprise, stage et alternance, tout ça, on vous aide. On vous aide à trouver le bon endroit. Pas lâché dans la nature. Vous n'êtes jamais lâché dans la nature. Dans une école d'ingénieur, vous êtes accompagné de la première année à la dernière année. On ne vous laisse pas comme ça. Et donc, la mobilité internationale, donc vous partez. Et quand vous revenez, donc on vous demande, soit si vous avez été en entreprise, de faire votre rapport sur l'expérience en entreprise internationale que vous avez eue. Et si vous étiez en mobilité académique, on va demander à votre université de nous envoyer les notes que vous avez obtenues quand vous étiez chez elle. Et ces notes, en fait, elles sont intégrées par équivalence dans votre cursus. Donc, ça ne rallonge pas votre durée d'études. Ça ne rallonge rien. Voilà comment ça marche. Alors, je voudrais ajouter un point, c'est qu'en dehors des périodes, en dehors des mobilités dans une entreprise ou dans une université, il est aussi possible de faire la mobilité internationale en ayant fait un séjour linguistique ailleurs. Donc, ça peut être fait en plusieurs fois. Vous pouvez décider de partir faire un séjour linguistique de 4 semaines une première fois, 4 semaines une deuxième fois, 4 semaines une troisième fois. Vous pouvez cumuler en fait des séjours linguistiques ailleurs. Donc, ça, c'est intéressant. Et vous pouvez aussi faire une mobilité internationale dans le cadre d'une ONG. Donc, partir faire quelque chose sur le terrain en aidant une ONG à travailler. Et là, il y a une prise en charge par l'ONG qui va vous aider pour vous déplacer, pour vous loger, pour travailler, etc. Et en particulier, donc là, on est depuis cette année associé à une ONG qui s'appelle Global ONG, qui est une ONG française et qui a des besoins partout dans le monde pour faire de tout. Et on n'imagine même pas ce qu'ils demandent. Ils demandent vraiment de tout. Et donc, en particulier, les élèves ingénieurs, ils peuvent venir avec leurs compétences scientifiques et techniques. Bien sûr. Donc, ça peut être pour creuser des puits, pour installer un réseau informatique, pour fabriquer des petits systèmes automatiques, pour analyser de l'eau. Ça peut être, voilà, il y a vraiment de tout. Et ça peut être aussi pour donner des cours. Donner des cours à des élèves dans des écoles des tout petits ou des plus grands. Il y a toutes sortes de choses. Ça peut être aussi pour faire de la manutention, de la logistique. Ouais, c'est une richesse extraordinaire. Et donc là, cette ONG va nous aider pour proposer des choses à nos élèves. Donc, c'est depuis cette année qu'on le fait. Donc, en fait, on organise un amphithéâtre avec elle et ils présentent toutes les opportunités, comment ça marche. Et après, les élèves disent, bon, OK, moi, je veux faire ça. Voilà comment ça marche. Et donc, ça, on est d'accord, c'est en cycle ingénieur. C'est bien entendu pas pendant le cycle préparatoire où les mobilités ne sont pas forcément… Alors, la mobilité en cycle préparatoire peut se faire pendant le stage qui a lieu entre la première et deuxième année aussi. D'accord. Mais uniquement là, à ce moment-là. Oui, pour le cycle préparatoire, c'est que là. Ouais, tout à fait. Ça semble logique, puisqu'on prépare une sélection. Mais juste pour être un peu plus précis, du coup, c'est le rapport avec l'ONG dont vous nous parliez, ça se fait pendant l'année universitaire, du coup. Alors, l'ONG, donc vous pouvez partir à l'ONG. Effectivement, pendant l'année universitaire, ça va se dérouler l'été. L'été, d'accord. Voilà. Ou si l'ONG propose un stage, enfin, du moins, non, pas un stage, propose une activité qui a, on va dire, une part de sciences et techniques, donc en termes d'application pour un ingénieur, et notamment, je dirais, en première année cycle ingénieur, parce qu'en première année cycle ingénieur, on a un stage facultatif. Je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'est vrai que je vous ai parlé que des stages obligatoires de deuxième et troisième année. Mais en première année, vous pouvez déjà faire un stage qui est facultatif, qui peut durer tout l'été, donc 2 mois. Donc là, déjà, vous pouvez partir avec une ONG. Donc là, on ne demande pas à ce que ce soit une activité liée à un domaine d'ingénieur en première année. D'accord. Donc ça peut déjà compter, si vous partez 2 mois, ça compte déjà 8 semaines en mobilité internationale. Mais si vous faites le stage avec une ONG en deuxième année, donc là, par contre, ça peut se faire
en période de stage, mais il faut que ce soit une activité d'assistant ingénieur. Donc, c'est un cadre particulier. Nous, on va donc valider ce que propose l'ONG. Par contre, en dernière année, le stage de fin d'études, là, non, ça doit être obligatoirement en entreprise. D'accord, oui, ce qui paraît relativement logique aussi. Ouais. Et par rapport aux coûts financiers, si on veut partir à l'étranger, donc en mobilité internationale, est-ce qu'il y a des aides, des bourses? Est-ce qu'il faut prévoir un budget à l'avance? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Donc, en fait, quand l'étudiant dépose un dossier, on va directement proposer ce dossier pour une bourse. Alors, les bourses, on en a plusieurs types. On a des bourses qui s'appellent des AMI, c'est de l'aide à la mobilité internationale. Donc, ça, c'est une première catégorie de bourses. On a des bourses qui sont données par l'école et par l'université, donc directement. Et ensuite, on a des bourses qui sont données au niveau européen, donc des bourses Erasmus. Et donc là-dessus, on a donc des bourses Erasmus pour tous les apprentis, parce que les 2 CFA avec qui on travaille, qui sont 2 CFA régionaux, hein, qui se trouvent localisés à Marseille, mais qui travaillent pour nous. Donc, avec eux, on a monté des projets Erasmus. Donc, ces 2 CFA ont des bourses pour tous les apprentis. Donc, ça, c'est une très bonne chose. En plus, pour les apprentis, ils peuvent être directement financés par leur entreprise. C'est 80% des cas. Donc, l'entreprise va dire, OK, moi, je te paye le voyage. Et pendant que tu seras à l'étranger, même si tu ne travailles pas pour nous, on va te verser une indemnité de déplacement. Et en fait, donc, pour pouvoir se loger, est-ce que c'est suffisant tout à parfois? fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, la moyenne des bourses versées par les entreprises, c'est de 1 600 €. Ah oui. Oui, mais ça monte jusqu'à 2005. Donc, ça dépend des entreprises. D'accord. Et les bourses Erasmus dont je parlais tout à l'heure, ou les bourses AMI, la moyenne, c'est entre 400 et 500 €. Oui. Donc, c'est pas sur les mêmes échelles. Ouais. Et donc, ça, c'est pour les apprentis. Les bourses Erasmus, donc on en a aussi pour les étudiants. Alors là-dessus, on est sur des programmes qui sont au niveau de l'université. Donc, l'université a des programmes Erasmus en propre. Et nous avons aussi au niveau du réseau Polytech 2 programmes Erasmus qui permettent aux étudiants de partir en mobilité sur des stages. Et on a un programme qui s'appelle Polytech Green et un programme qui s'appelle Polytech 13. Le Polytech 13, c'est nous qui le gérons à Nice. Donc, pour vous donner une idée, un Polytech 13, c'est 1 million d'euros par an de bourse qui bénéficie à 700 élèves. Et donc, c'est tout le réseau Polytech. Et donc, chaque année, on a 700 élèves qui partent en mobilité internationale avec cette bourse-là qui vient de l'Union européenne. Donc, c'est le plus gros projet Erasmus d'Europe. Oui, tout à fait. C'est le plus gros. Ouais. Donc, on en est fiers. Et du coup, ça permet aux élèves de partir n'importe où en stage en Europe avec un budget. J'allais justement vous demander, est-ce que ça concerne beaucoup d'étudiants? Vous venez d'y répondre, donc c'est effectivement, le volume est assez intéressant. Hein, c'est un gros volume, oui. Parce que 700 élèves qui partent en stage, et ils partent sur des stages de 4 mois. Voilà. Donc, on va dire 4 mois, ça représente donc l'équivalent de 0,4 mois, en gros. Hein. C'est comme si l'année était sur 10 mois. Hein. Donc, ça veut dire que vous multipliez ça par 700, donc ça fait un volume d'auments de plusieurs dizaines d'auments par an. Absolument. Et vous parliez de l'Europe, est-ce que vous avez des mobilités internationales possibles aussi, donc des accords avec le reste du monde, hors Europe? Alors, les projets, donc les programmes Erasmus, depuis l'année dernière, peuvent être utilisés pour partir ailleurs qu'en Europe. Donc, ça, c'est nouveau. Jusqu'à il y a 2 ans, ce n'est pas possible. Depuis l'année dernière, oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut aider n'importe quel étudiant qui part n'importe où. Donc, le monde est ouvert aux étudiants qui souhaitent partir. Bon, mais voilà une très très bonne nouvelle. Alors, pour terminer, on va peut-être juste un tout petit peu se reconcentrer parce qu'il y a des gens qui arrivent sur le live, pas forcément toujours au même moment, sur la façon dont se passent les 2 années du cycle préparatoire. Si vous pouviez un petit peu nous en parler de façon très concrète, combien d'heures par semaine, quelle charge de travail, quel genre de matière, voilà, de façon succincte, s'il vous plaît. Ok, donc le cycle préparatoire interne de l'école, c'est comme une CPGE. Là-dessus, c'est ni plus ni moins la même chose. En termes de charge de travail, il faut bosser. C'est du contrôle continu. Donc, vous avez des vérifications de votre travail qui sont permanentes. OK. Donc, je ne peux pas dire que c'est toutes les semaines, mais presque. Ça peut être toutes les semaines. Ça dépend des enseignants. Ça peut être toutes les semaines. Donc, ça veut dire qu'on va vous demander tout de suite de travailler. Et donc vous arrivez en première année en septembre, à la rentrée, je ne sais plus que c'est la première semaine de septembre. Dès le mois d'octobre, on vous fait un bilan pour vous dire attention, vous ne travaillez pas assez. Ou vous travaillez bien, ou c'est bien continuer comme ça, ou vous travaillez, mais cette matière-là, vous êtes en difficulté. Donc, 2 mois après votre arrivée, on vous dit tout de suite attention à ça. D'accord. OK. Et on ne vous lâche pas. D'accord. Donc, tous les 2 mois, on ne vous lâche pas. On vous dit attention. En gros. Alors, il y a donc dans les cours donc le nombre d'heures de cours, la charge de travail, sur une semaine qui dure, pour nous qui sommes salariés, une semaine de 35 heures. Donc, l'étudiant, il a pas 35 heures de cours par semaine. Non. Il est plutôt sur des volumes de 25 à 30 heures de cours par semaine.
en gros. Hein. Donc, ça veut dire qu'il a tous ses jeudis après-midi pour travailler de soi-même, pour réviser tout ça, mais on lui demande de travailler un petit peu le soir et un petit peu le week-end. Mais il ne s'agit pas non plus de travailler 24 heures sur 24. C'est pas ça le cycle préparatoire, y compris en CPGE, d'accord. Il faut être en cours, il faut faire des exercices, il faut refaire à la maison ce qu'on n'a pas compris, il faut poser des questions pendant les cours. On a un cours spécifique qui s'appelle Apprendre à apprendre, qu'on a créé l'année dernière, qui donc est un cours obligatoire que les élèves suivent pour savoir acquérir une méthode de travail. C'est important. Et puis, donc, on a un système de parrainage. Nos élèves qui arrivent, d'être aidés, d'être parrainés, pour être tutorés finalement par d'autres élèves, pour d'autres élèves qui vont les aider. Donc ça, c'est voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, on va enchaîner les périodes de cours, les périodes de vacances. Les vacances sont comme les vacances de lycée, il y en a un petit peu moins. Un petit peu moins. Par exemple, sur la période de Toussaint, en lycée, on a 2 semaines. Voilà. Nous, on a 1 semaine. D'accord. À Noël, on a 2 semaines, donc comme tout le monde. Il y a une semaine en février. D'accord. C'est bien. Et au printemps, pareil, il y a une semaine de vacances au printemps. Donc, il y a des coupures, ce qui permet de faire relâche et puis de rentrer chez soi et de se reposer un petit peu. Donc, ensuite, une chose très différente par rapport au lycée et donc par rapport au CPGE, c'est que l'élève, quand il est en classe prépa chez nous, il est dans l'école. Il est déjà dans l'école. Donc, en fait, il croise, il rencontre, il voit les élèves ingénieurs. Il assiste aux manifestations organisées par les clubs et les associations de l'école. Donc, il côtoie les élèves ingénieurs aussi dans les événements festifs. Il participe au mois d'intégration. Donc, c'est un mois complet, ce n'est pas une semaine. C'est un mois d'intégration pendant lequel il y a plein d'événements qui est fait pour que les élèves se rencontrent, s'intègrent, sportifs, se sentent à l'aise. Culturels, de quel style? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et les enseignants, ce sont des enseignants qui enseignent à la fois en cycle préparatoire et en cycle ingénieur. Donc les enseignants, ils leur parlent aussi du cycle ingénieur. Ils les préparent directement déjà au cycle ingénieur. Et ça, c'est très différent par rapport à un lycée. Et parmi ces enseignants, il y a des enseignants-chercheurs. Donc il y a aussi des gens qui vont présenter les choses de manière différente. Donc on n'est pas sur le même genre d'interaction que ce qu'on trouve en lycée. Et en cycle préparatoire dans l'école, on est les plus petits. Oui. En lycée, on est les plus âgés. Voilà. Là, on est les plus jeunes. C'est ça, exactement. Donc c'est aussi très différent. Donc il y a toute une, on va dire, un contexte qui est vraiment différent. Oui. Et les élèves vont participer aux événements de l'école. Donc ils vont participer à la journée porte ouverte qui a lieu ils verront le 4 février quand ils vont venir. Ils vont rencontrer des tas d'élèves. On a de mémoire 80 ou 90 élèves qui participent à la journée porte ouverte. Ils peuvent participer à la remise des diplômes ingénieurs. Ils voient comment ça se passe. Très bien, et voilà, des tas d'événements comme ça intéressants. Ils sont immergés dans une culture d'ingénieur tout de suite. En fait, c'est le bon mot. Voilà, c'est une immersion. Je le replacerai celui-là. Voilà. Ils sont immergés. D'ailleurs, à propos d'immersion, je crois que Céline vous a envoyé le lien. Il y a des possibilités d'immersion pour les élèves de première et terminale sur beaucoup de campus, donc, y compris sur Polytech. Donc, elle vous a mis le lien sur le site sur lequel se rendre pour justement effectuer cette immersion. Et dernière petite question là, par rapport au cycle préparatoire. Est-ce que les étudiants en cycle préparatoire sont soumis à l'exercice d'école comme en classe préparatoire classique, c'est-à-dire les interrogations orales devant les enseignants pour pouvoir préparer les concours, les oraux après des concours? Alors non. Non. Justement, parce qu'on ne prépare pas au concours. Voilà. Donc ça, c'est une grosse différence. C'est que le concours, c'est maintenant. C'est ça. Tout de suite. Ouais. C'est-à-dire le concours, c'est à la rentrée en cycle préparatoire. Et ça, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Ouais. Le concours, c'est pas après les 2 années de prépa. Le concours, c'est tout de suite. Et donc, ça veut dire qu'on ne fait pas d'école pour préparer au concours. Par contre, qu'on fasse des examens oraux, évidemment. Bien sûr. Oui. Donc, les élèves sont envoyés au tableau pour faire des exercices de maths ou de physique ou d'électronique ou autre. Donc, là-dessus, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous allez être le contrôle continu. C'est sous toutes les formes possibles. Projet à rendre, oral, écrit, il y a tout. Mais par contre, ce n'est pas une préparation au concours. Donc, c'est différent. On considère que vous en avez déjà suffisamment donné en passant le concours d'entrée dans l'école. Et après, donc, on vous aide à réussir. C'est ça l'objectif. C'est un contexte, une philosophie différente. Et donc, merci de nous avoir bien précisé tout ça. Ça sont peut-être des éléments de choix pour des lycéens qui hésitent. En fait, moi, j'en ai souvent en entretien, qui hésitent entre cycle préparatoire ou prépa classique. Merci pour cet apport qui peut donner vraiment un éclairage extrêmement intéressant pour les lycéens. Et pour vraiment finir, un petit mot sur, est-ce que vous conseillez aux étudiants d'être logés le plus proche possible de Polytech? Est-ce que c'est compliqué en termes d'accès sur le transport en commun pour les Niçois? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Alors, peut-être juste un petit mot en passant sur l'immersion, parce que vous en parliez tout à l'heure. Effectivement, donc, je vous invite à prendre contact avec vos conseillers d'orientation
pour leur demander d'organiser une journée d'immersion à l'école. Donc on a à peu près 200 à 250 élèves de lycée par an qui viennent passer une demi-journée à l'école en immersion. Qu'est-ce qu'on fait? On vous accueille, on vous fait visiter l'école et vous participez, vous assistez à un cours. Vous assistez à un cours et puis voilà. Puis on vous offre aussi une petite collation. Voilà comment ça se passe et c'est organisé par le lycée, c'est-à-dire que donc vous êtes acheminé en bus et on vous récupère aussi en bus, vous êtes accueilli, etc. Donc ça marche comme une immersion, donc faites-le, je vous conseille. Ensuite, par rapport à votre question de où habiter. Oui. Voilà, où habiter, donc ça c'est important effectivement. Quand on rentre en cycle préparatoire, donc sachant que, comme je disais tout à l'heure, on est à peu près sur du 80% de publics locaux. Donc, sur les 120 élèves, on va en avoir donc 80%, ça veut dire 90 à peu près qui vont être du 0,6 ou du 83. Hein. Donc ceux qui habitent tout près ou suffisamment près vont rester chez papa-maman. Souvent, ça se passe comme ça. Dès lors qu'on habite à Nice, c'est un peu plus compliqué au niveau du transport parce que personne ne l'ignore. Hein. Pour venir sur Sophia Antipolis le matin à 8 h, il faut partir de Nice quasiment à 7 h, pratiquement, en transport en commun et même en voiture. Donc partir après 7 h, c'est-à-dire partir vers 7h15, 7h30, c'est quasiment s'assurer d'arriver en retard au cours de 8 h. Donc on conseille plutôt aux élèves en première année de cycle préparatoire, ils sont jeunes, ils peuvent être vite fatigués, de plutôt prendre un logement à proximité de l'école. Donc il y a suffisamment de choix. Il y en a suffisamment, voilà. Oui. Il y a suffisamment de choix, au moins pour la première année, histoire de ne pas perdre de temps dans les transports. Parce que mine de rien, si on habite à Nice et qu'on vient à l'école, qu'on fait aller-retour tous les jours, c'est tout à fait possible. Hein. Il y en a qui le font. Hein. Ça prend 2 heures. C'est pas quelque chose qui est interdit. Hein. Ça veut dire que le matin, ça va prendre au moins une demi-heure. Le soir, au retour, c'est embouteillé à partir de 4h30, 5h. Pareil pour revenir sur Nice, c'est compliqué. Hein. Donc ça veut dire que ça va grignoter 1 heure à 1h30 par jour. Ce qui est beaucoup. Et c'est énorme. Donc on vous conseille vraiment de prendre un logement. Donc on a des logements conventionnés sur lesquels on a négocié des petits tarifs à la baisse. Donc là-dessus, on peut vous aider et vous pouvez vous loger pour 400 à 450 € par mois juste à côté de l'école. Vous venez à pied, vous levez à 8h moins le quart, à 8h moins 5, vous êtes à l'école. Ça, c'est pratique. Ces logements dont je parle à 450 €, c'est tout compris dans les résidences privées ou publiques avec qui on travaille. Donc, ça veut dire pour 450 €, vous avez l'eau, l'électricité, le Wi-Fi. Et vous avez souvent dans les logements modernes maintenant, il y a une machine à laver. Il y a même des espaces de sport parfois. Et puis du coup, vous avez vos camarades qui sont à côté. Donc pour travailler le soir en groupe, en équipe, c'est plus simple. Vous allez juste à côté, c'est plus facile. Le week-end, vous rentrez chez vous. Donc voilà, ça c'est bien. Vous vous reposez, vous amenez au linge. Et puis vous repartez avec vos courses le dimanche soir. Je pense que c'est vraiment la meilleure modalité. C'est ce qui vous donne le plus de chances de réussir, de rester en forme, de ne pas stresser, d'être accompagné par vos camarades. C'est le meilleur choix. Et ces logements sont à demander donc par l'intermédiaire du Crous, directement sur le portail de l'école. Sur le portail de l'école, vous allez sur le portail de l'école Vie étudiante. Et là, vous avez tout un tas d'adresses et vous avez les modalités. On vous explique comment on le fait. Okay, et donc, effectivement, les dossiers sont à déposer assez tôt. C'est en général vers mars-avril qu'on dépose tous les dossiers. Donc, vous ne savez pas encore si vous venez ou pas. Ce n'est pas grave. Les résidences le savent. Vous déposez le dossier. Les résidences vous enregistrent. On vous réserve une place. Et dès que vous savez que vous êtes pris, vous le dites. Si vous savez que vous n'êtes pas pris, vous le dites aussi. Et donc, c'est un système comme ça de réservation avec une liste d'attente. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, faites comme ça. D'accord. Vous disiez sur Vie étudiante, il y a un onglet Vie étudiante, c'est ça sur votre site, c'est ça? Logement ou Vie étudiante. Logement ou Vie étudiante. Vous allez sur le portail de l'école, vous tapez là où il y a marqué recherche, vous tapez logement. Parfait. Et vous devez normalement directement tomber sur une page qui vous aide à trouver la bonne page avec toutes les adresses qu'il y a. Et là, vous avez une personne chez nous qui vous aidera, qui s'appelle, je vous donne son prénom, il s'appelle Ali. Et donc, sur la page logement, vous avez une adresse mail générique. Et vous pouvez écrire là pour vous dire vous avez besoin d'aide, vous voulez un conseil. Et Ali vous répondra. Très bien. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone. Quel service personnalisé d'excellence. Service personnalisé. Absolument. C'est vraiment ça. Et juste pour vraiment... Ah oui, j'ai oublié de dire, pardon, excusez-moi, qu'il y a aussi sur le campus un service de santé. D'accord. Qui est offert par l'université, ce qui peut vous permettre d'avoir un rendez-vous avec un psychologue, avec un infirmier ou une infirmière, avec un médecin. Donc, il faut prendre rendez-vous. Mais sur le campus, sur le pas besoin de te déplacer à Nice. Toutes les semaines, sur le campus, vous prenez rendez-vous et vous pouvez être... Donc ça aussi, c'est... Autre service personnalisé intéressant. Et quand vous habitez à proximité de l'école, sur Saint-Philippe, le quartier dont je parlais tout à l'heure,
Il y a une pharmacie, il y a des médecins, il y a Voilà. des dentistes, il y a un supermarché, il y a une boulangerie, D'accord. vous pouvez tout De trouver à cet quoi? Un endroit-là. golf Il aussi, y a oui, tout, c'est il y a un vrai. golf. Ouais, tout à fait. Absolument. Donc tout est possible. Et c'est vrai que s'il est intéressant aussi d'habiter près de l'école pour toutes ces raisons et aussi parce que je me suis laissé dire que vous étiez assez strict sur les horaires, en cycle préparatoire intégré. C'est-à-dire qu'il vaut mieux arriver à l'heure quand même, hein, en tant Oui, qu'étudiant. c'est vrai, il faut Voilà. arriver à l'heure. On n'arrive pas à 8h15 ou à Absolument, 8h30, la bouche en cœur. Non, là, on absolument. vous laissera pas rentrer, il faut arriver à 8h. Voilà. Bon, bah, tout ça a l'air fort intéressant. Donc, rappelez-nous donc la journée porte ouverte, la date de la journée porte ouverte à Polytech pour qu'on puisse aller voir tout ça de près. Donc c'est samedi 4 février de 10h à 16h. Voilà. Et vous êtes Donc, bienvenus. je vous engage, tous les lycéens qui nous ont écoutés, regardés, qui ont posé toutes ces questions, à aller voir, parce que franchement, quand on vous écoute, Monsieur Caminada, ça donne envie vraiment d'y aller, hein. Donc, on vous attend tous pour les journées portes ouvertes. Je vous remercie pour votre disponibilité, d'être venu présenter votre école avec autant de précision. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, bonne fin de journée. Et donc, cet après-midi, la webconférence portera sur le portail Sciences de la vie d'Université Côte d'Azur. Je vous souhaite à tous bientôt un bon appétit et puis à très bientôt. Merci à tous.